forum du studio Kalangu, le 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 forum du studio Kalangu. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité au Niger s'articulent autour du lancement officiel dimanche passé de la campagne électorale des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain. L'actualité, c'est aussi la commémoration mardi 9 février du 31e anniversaire des événements du 9 février 90. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur le rôle et l'importance de la radio, dont le 13 février de chaque année en est la journée mondiale. Pour commenter et analyser ces faits de l'actualité, j'ai le plaisir de recevoir Alhaji Mahamadou Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Alhaji Mahamadou Souleymane, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous ouvrons ce forum par le lancement dimanche 7 février passé de la campagne électorale des deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle du 21 février prochain. Le président du PNDS Taraya, Mohamed Bazoum, et ses alliés ont choisi le Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey pour le lancement officiel de leur campagne. De son côté, le président du RDR Tchangi, Mahamadou Ousmane, et ses alliés, quant à eux, avaient choisi l'arène des jeux de lutte traditionnels de Tillabéri pour le lancement officiel de leur campagne. Gary Amadou, que relevez-vous de particulier au sujet du contexte et de la manière dont les campagnes électorales des deux candidats ont été officiellement lancées? Je crois que ce qu'on peut retenir de particulier, c'est la violence verbale de cette campagne électorale. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une campagne électorale aussi teintée de pratiques odieuses, des pratiques qui mettent à mal l'unité nationale, qui mettent à mal la cohésion sociale. Tout simplement parce que les gens ont des ambitions politiques, ils pensent que l'unité nationale, on peut la maltraiter, on peut la fouler. On a entendu des propos, un candidat noir contre un candidat blanc, comme si au Niger, il n'y a pas des gens de teint clair. On a entendu des tas de choses de la part de la bouche de nos hommes politiques. Franchement, je pense qu'ils gagneraient à se ressaisir parce que, je vous assure, l'unité nationale, là, elle n'a pas de prix. Et si toi, tu penses que pour tes ambitions politiques, là, tu peux tout dire, tu peux tout faire, eh bien, le peuple va te montrer que ça ne marche pas. D'abord, cette rhétorique de haine n'a pas marché pendant le premier tour parce que celui contre qui toute la bile s'est réversée de la part de certains caciques de l'opposition, celui contre qui la haine s'est réversée, il a été le préféré du Nigérien, il est venu premier. Et avec un écart énorme entre lui et son postulent. Les écarts de langage, ça ne vient pas des deux côtés? Non, et il y a eu des répliques effectivement de l'autre côté. Parce qu'il y a eu des écarts de langage et en fait aujourd'hui, il y a une sorte de... Et comment on appelle ça là? Une sorte de course vers le repoussement des limites. Le repoussement des limites, c'est-à-dire... Je vais dire par là, il y a des choses pour lesquelles... Il y a des choses qui sont sacrées pour nous. Vous pouvez faire votre combat politique, vous pouvez chercher le pouvoir, mais sachez qu'il y a des choses, il y a des frontières qu'on ne franchit pas. Quand il s'agit de l'unité nationale, quand il s'agit de questions de race, quand il s'agit de questions d'ethnie, quand il s'agit de questions de région, gardez-vous de rentrer dans ce débat. Est-ce que c'est avec cette campagne que cela a commencé? Non, cette fois-ci, c'est vraiment beaucoup plus violent. Parce que cette fois-ci encore, là où c'est grave, c'est accentué par les réseaux sociaux. Les mêmes personnes qui profèrent des insultes
de haine raciale, de haine ethnique, de haine régionale, ethno-régionaliste, etc., les mêmes personnes sont relayées par, en tout cas, des cellules au sein des réseaux sociaux qui sont effectivement actives sur ce discours-là. Ce discours-là ne marche pas. Le 21 février, là, les Nigériens vont choisir celui sur qui ils ont confiance, celui qui a un programme qui correspond à leurs aspirations, point trait. Tout ce qui est considéré comme le truc de région, le truc d'ethnie, ça ne marchera pas au Niger. Ça n'a jamais marché. La preuve. Oui, est-ce que les Nigériens, les candidats ne peuvent pas inciter les militants à regarder les programmes politiques, les programmes des différents partis politiques? Non, ça ne les intéresse pas. Je vais vous dire. Oui, comment amener les militants à s'intéresser aux programmes politiques? Le militant, il s'identifie souvent à son leader. Oui, mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Je suis d'accord avec toi, Mokhtar. Parce que, vous savez, Tanja a été victime de ça. Barré même a été victime. Enfin, tous les candidats. Non, je vous fais un peu d'histoire. Barré a été victime de ça. Vous savez, vous vous rappelez, Barré, à un certain moment, on a dit oui, c'est un chrétien, blablabla. Bla, bla, bla. Quand il a créé le Kosimba, c'est un chrétien. Ensuite, on est venu avec Tanja. Tanja, on a dit c'est un Mauritanien. On est venu avec Maman Ousmane. Maman Ousmane, on a dit que c'est un Tchadien. Non, attends, c'est tellement. Mais ça n'a pas marché. Et on est venu, etc. On est venu avec Bazoum. Mais à chaque fois, ça ne marche pas. Les Nigériens élisent celui en qui ils ont confiance. Tout le reste, ça ne marche pas. Et les politiciens n'ont pas compris que ça ne marche pas. Ils continuent à tirer sur cette corde-là. Mais c'est ce que je trouve dommage. Parce que... Mais ça se fait un peu partout dans les autres pays, non, attention. Chez nous, c'est très sensible. Les autres pays, ça ne m'intéresse pas, Mokhtar. Ça ne m'intéresse pas, les autres pays. Ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Ce qui s'y passe dedans. Et donc, j'interpelle les hommes politiques à vraiment revenir à la raison. Et quand je dis revenir à la raison, je parle des hommes politiques de toutes les tendances. De revenir à la raison, de calmer le jeu. Il y aura un débat, enfin une élection, programme contre programme. Le débat, on n'a pas pu l'avoir. Vous venez là de dire que les programmes n'intéressent pas les militants. Oui, j'ai dit, il faut qu'on en arrive là. Parce que pour le moment, on n'en est pas là. Il y a trop de passion, trop de haine. C'est pas bon. C'est pas bon. Hussein Issa Jibo, quelle est votre opinion au sujet de ces deux campagnes électorales? Lesquelles des campagnes électorales? La campagne des deux candidats arrivés qualifiés pour le second tour. Oui, mais moi, la campagne, je vois seulement les gens courir dans tous les sens. Dans tous les sens, c'est-à-dire? Aller dans les régions, rencontrer, faire des meetings, chacun cherche à mobiliser. Moi, à mon sens, une campagne électorale, parce qu'il n'y a pas eu de présentation de programme véritable. En fonction des aspirations, parce que moi, je pense que... Cela veut dire que les Nigériens ne s'intéressent pas? Non. Les gens sont allés, on bandit des documents, on dit c'est ça, notre programme. Le contenu n'est pas... Normalement, dans tous les pays au monde, on voit un peu comment les campagnes se passent. En tout cas, dans les pays occidentaux, on voit comment ça se passe. Il y a tel problème qui se pose dans tel secteur, tu viens avec des propositions concrètes. Comment moi, je compte changer la situation qui prévaut? Et c'est sur ça là que le débat va se faire dans tous les secteurs. Jusqu'ici, c'est quoi? C'est des meetings qui tournent autour des considérations souvent de bas étage. Moi, je pense que ce n'est pas ça la politique. Avant, on a connu des campagnes, les élections précédentes, bien évidemment, où vraiment c'était un débat d'idées. C'est apaisé. C'est un débat d'idées. C'est-à-dire, voilà ce que je compte faire dans tel secteur, c'est ce que je compte faire dans tel secteur. À l'occasion de cette campagne, je n'ai pas entendu. Aussi bien des deux côtés. Les Nigériens ont vécu une situation pendant pratiquement 10 ans. Ceux qui aspirent à remplacer le président sortant, c'est qu'il faut qu'ils disent aux gens, voilà concrètement, par exemple, dans le secteur de l'éducation, ce que je compte faire. Il y a les uns qui disent la continuité, d'autres disent le changement. S'il te plaît, mais c'est des vagues, des mots vagues. Ça ne veut rien dire. Continuité, ça ne veut rien dire. Changement, ça ne veut rien dire. Changement par rapport à quoi? Continuité par rapport à quoi? On sait déjà, pendant 10 ans, pendant pratiquement toutes ces décennies, l'école ressemble à quoi au Niger? L'école est devenue un produit marchand. C'est quand vous avez de l'argent que votre enfant peut aller à l'école. Quand vous n'avez pas d'argent, même quand l'enfant va à l'école dans le public, c'est un enseignement souvent au rabais. La santé, c'est la même chose. L'agriculture, pratiquement, c'est la même chose. Ceux qui arrivent à produire aujourd'hui en quantité, c'est ceux qui ont les moyens d'investir dans le matériel
pour pouvoir acheter des tracteurs et autres, pour pouvoir produire en quantité. Mais ceux qui sont avec des hilets et des dabas, ils sont toujours dans la même situation. Qu'est-ce que je propose concrètement pour changer le quotidien du paysan? C'est ça, les gens veulent entendre. Et c'est ça, c'est ce débat qui devait avoir lieu. Malheureusement, il n'y a pas eu ce débat. Je suis désolé de le dire. Il n'y a pas eu ce débat. Les gens sont dans des invectives et autres. Ça n'avance pas un pays. Ça n'avance pas un pays. Ça veut dire que c'est la continuité, parce qu'il faut une proposition, et c'est sur la base de la proposition que tu vas formuler, c'est sur la base de cette proposition que les gens vont désigner, choisir qui est mieux, qui propose mieux que qui. Moi, je n'ai pas entendu ça. On peut parler de campagne dans ces conditions-là. Alhaji Mahamadou Souleymane, la campagne électorale du deuxième tour intervient tout comme au premier tour dans un contexte de pandémie de la Covid-19. Y a-t-il eu des imperfections qu'il faut nécessairement corriger? J'ai constaté justement le dimanche dernier donc, le lancement des campagnes. Nous l'avons relevé ici même dans ce studio en faisant le bilan du premier tour. Nous avons mis en évidence l'idée que franchement c'était dégueulasse. Les candidats, les 30 candidats du premier tour, au lieu de faire un débat d'idées comme l'a dit Ousseini, donc que les gens viennent exposer leur programme, ils étaient en tout cas dans une optique de divertir les Nigériens avec une question en tout cas qui n'a pas prospéré, qui a été vidée par la Cour constitutionnelle. Donc cette question de nationalité d'origine du candidat Bazoum. Et ça, comme il faut dire qu'en démocratie, le plus important, c'est que les candidats doivent dire aux gens quelle est leur offre politique. Voilà comment nous entendons changer votre quotidien. En tout cas, les défis qui assaillent le pays, comment on va les régler? Ce n'était pas le cas. Donc, on a fait un ratage au premier tour. Au second tour au second tour également, ce que je constate véritablement, et franchement, même au premier tour, le candidat Bazoum, en tout cas lui, il parlait de son programme. Il dit secteur par secteur, voilà moi ce que je fais. Et aujourd'hui, ce qu'il continue à faire, c'est qu'il a son honneur. Parce que partout il est passé, il a son programme, voilà, selon les régions, selon les spécificités, il dit aux gens, voilà moi comment je compte régler vos problèmes. Mais ce qui est dégueulasse, c'est de constater que véritablement, pour parler du candidat Maman Ousmane, qui a une réputation d'être républicain, les propos qui ont été tenus en son nom, dans le cadre de sa campagne, en tout cas... Revenons au message de Covid qui n'a pas été lancé par les deux candidats. Je vais venir. Mais je dis, c'est ça le plus important, c'est d'apprécier. En tant que citoyen, nous devons dire que ce que nous avons de plus important, c'est d'abord notre unité, notre volonté de vivre ensemble. Et ces éléments, tout celui qui les menace, nous menace. Il menace le pays. Donc, cette politique de terre brûlée, on doit faire attention. J'ai dit justement politique de terre brûlée parce qu'au niveau donc, de la guerre physique, au niveau militaire, on fait des destructions, mais ici, on fait des destructions, en tout cas, des fondements de l'unité nationale. Et ça, c'est très dangereux. Vous avez vu, maintenant, entre hier et avant-hier, le discours entre les partisans de Sen Omar et les partisans de Yam Amadou, il faut le dire. C'est ça que les gens entendent. C'est dégueulasse. C'est bien regrettable. Et c'est là tout simplement parce qu'il y a action et réaction. Donc, j'ai dit qu'en tout cas, véritablement, pour l'intérêt de notre démocratie, il va falloir que ces personnes qui sont âgées, quand vous avez 65 ans, 70 ans, 72 ans, franchement, il faut savoir garder raison garder, parce que tout simplement, les élections, c'est un moment, il y aura la pré-élection. Oui, parlons des messages donc, du Covid. La question du Covid, c'est une question subsidiaire. Il me paraît évident que le comportement des Nigériens, les mesures barrières, dans la réalité, très peu de gens les respectent. Alors que la pandémie existe, la maladie existe réellement. Donc là aussi, c'est un autre défi. Le travail est à faire. Les gens, même dans les réunions, ils peuvent commencer avec les bavettes, mais dans quelques minutes, vous allez voir qu'en tout cas, les gens ont enlevé les bavettes. Donc, c'est dire que véritablement, il y a un travail à faire.
Oui, franchement, je pense que certains pensent que véritablement, cette maladie, elle est presque, elle n'a pas d'effet. Mais pourtant, tout le temps, on donne le résultat, que ce soit ici chez nous ou bien ailleurs. Donc, c'est un autre problème. En tout cas, la promiscuité, les mariages, les baptêmes, tels que les gens, en tout cas, se comportent. Franchement, on doit faire attention parce que tout simplement, je constate que ce n'est pas du tout respecté. Gary Amadou, contrairement aux recommandations en matière de lutte contre la COVID-19, dans les discours des candidats et leurs alliés, on n'a pas senti ou entendu des messages au sujet du respect des gestes barrières. Est-ce un manque d'intérêt, une omission ou un déni? Oui, Mokhtar, tu me permettras quand même de parler de la campagne. Vous avez déjà Non, largement en fait, discuté. Il y a un aspect qui va dans le même sens de ce que Hussein avait demandé. C'est-à-dire que les gens avaient voulu un débat sur la base des programmes. Et le Conseil supérieur de la communication a initié un débat pour la première fois au Niger, un débat à l'américaine, où il y aura un présentateur qui va poser des questions. Pas pour la première fois. Non, un débat entre deux candidats, il n'y en a pas au Niger. Oui, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas. C'est ce que je dis, c'est pour la première fois. Donc un débat sur la base du programme. Dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce que tu vas faire? On pose la même question à l'autre, qu'est-ce que tu vas faire? Bazoum a accepté de faire le débat, mais son adversaire a refusé de faire le débat. On aurait bien voulu que ce débat ait lieu pour que les gens comprennent qui est-ce qui a réellement un programme et qui n'en a pas. Aujourd'hui, avec le désistement de Ousmane, on est peut-être obligé de dire que Ousmane n'a en réalité pas un programme sérieux. C'est pour cela qu'il n'est pas venu au débat. Il a fui le débat. Lui, Bazoum était prêt. Donc, ça laisse en tout cas les Nigériens sur leur faim. Parce que ce débat-là allait être traduit dans toutes les langues. Concernant peut-être que c'est dû au fait que le Covid est en train de baisser. On constate ça à travers les résultats. Oui, les bulletins il est en train de régresser. Et vous savez, la chaleur est en train de rentrer. Et tout le monde le sait. Les médecins ont prouvé que la chaleur agit scientifiquement, c'est démontré. Oui, c'est démontré. Ça a été prouvé. Et même en Europe, ça a été prouvé. On dit que les pays de forte chaleur, le virus ne résiste pas beaucoup. Donc, c'est en train de baisser. C'est pas que... Mais la préoccupation est en train de baisser aussi, de fait. Vous comprenez? Mais je pense qu'il ne faut pas baisser la garde. Il faut interpeller les candidats à ce qu'ils fassent en sorte que les mesures de barrière soient respectées. Mais c'est compliqué. On parle d'une campagne électorale. On parle d'accueil de foule. Vous comprenez? Ils sont réalistes. Accueil de la délégation, meeting. Bon, mesures barrières comment dans un stade? Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas avoir de distanciation sociale. Non, c'est difficile. Vous savez, en Europe, des masques. En Europe, qu'est-ce qu'ils font quand il y a un match de football? Ils limitent l'accès du stade à un certain nombre de personnes. Ils disent par exemple, si le stade prend 100 000 personnes, ils disent 25 000 personnes vont avoir accès au stade. Donc en ce moment-là, on peut... Mais dans un meeting où tout le monde veut montrer qu'il a du monde, mais c'est compliqué de dire à des gens... Ouais, oui, bien sûr. Donc franchement, on est dans un dilemme entre la volonté de lutter contre le Covid-19 et la volonté aussi de démontrer à la population qu'il y a toute une foule derrière soi. Hussein Issa Jibo, à présent, quelles sont les chances de ces deux candidats pour le second tour? Bon, mais si on doit s'en tenir à un calcul arithmétique, en fonction des résultats du premier tour, on sait bien évidemment, parce qu'on est habitué à ce genre de situation dans les élections dans nos pays le plus souvent. C'est quoi les ralliements et autres qui se passent? C'est parce que les gens vont, j'ai obtenu tel nombre de pourcentage au premier tour, je vais rallier là, des choses comme ça. Voilà, si on s'en tient à ça, bien évidemment. Maintenant, il y a d'autres paramètres qui peuvent intervenir parce que même quand il y a un ralliement ou les candidats qui ont décidé de rallier, les militants peuvent ne pas suivre. Maintenant, l'enjeu le plus important, à mon sens, c'est de créer les conditions pour que les élections se passent dans la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les zones où il a été constaté, moi je connais des zones où quand on m'a dit voilà le nombre de votants, j'ai dit c'est faux. C'est faux. Il y a eu bourrage des choses comme ça parce que tout simplement la population totale même de la localité n'atteint pas 3000 personnes. Où on va parler de 10 000, 15 000 électeurs, ça c'est des problèmes. Si on arrive à juguler ça, moi j'ai dit ça peut changer la donne. Si effectivement ceux qui se plaignent d'avoir été victimes de vol, de braquage et autres, s'ils prennent leur disposition pour que ça ne se passe pas au deuxième tour, c'est bien jouable pour l'opposition. Mais mathématiquement, tel que les tendances se dessinent, bien évidemment,
le candidat qui est arrivé en tête à l'occasion du premier tour, qui a réussi le soutien des deux grands, en tout cas le deuxième et le troisième et le quatrième, bien évidemment, il est bien positionné à l'issue de l'élection du 21 février pour pouvoir remporter la donne. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. 31 ans après la marche du 9 février 90, au cours de laquelle 3 scolaires furent tués. Aujourd'hui, l'engagement syndical au sein de la structure estudiantine USN a beaucoup changé. Aujourd'hui, estime Moussa Kiangari, secrétaire général de l'Union des scolaires des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey, Yenoun, en 1990. On l'écoute. C'est la pratique du syndicalisme qui a plus ou moins changé. Et ça aussi, c'est peut-être compréhensible parce qu'il s'agit d'une autre génération avec un autre esprit. Nous sommes dans une situation de crise morale qui affecte toute la société nigérienne. Et naturellement, cette crise morale, cette crise des valeurs, d'une certaine manière, affecte aussi les organisations comme l'Union des scolaires nigériens. L'engagement n'est plus le même qu'il y a 30 ans, mais il y a aussi être étudiant aujourd'hui, étudiant hier, c'est pas la même chose. Le combat d'une organisation comme l'USN est un combat pour l'émancipation du pays, est un combat pour un changement de l'ordre politique. Nous, on était engagés dans ce mouvement-là, avec cet esprit-là. Aujourd'hui, quand on regarde le mouvement syndical, de façon générale, on peut dire qu'il n'est pas très politique, qu'il est très corporatiste et même il est très alimentaire. Elhadji Mahamadou Souleymane, quel commentaire vous inspire cette analyse de Moussa Kiangari? Je la partage rigoureusement parce qu'effectivement, non seulement les étudiants ne font même pas d'effort de sensibiliser les militants pour au moins connaître c'est quoi en tout cas l'intérêt, l'histoire de l'USN. Donc le 9 février, quand vous demandez aujourd'hui à beaucoup d'élèves, franchement, jusqu'au niveau terminal, on a suivi quand même des reportages qui montrent que véritablement c'est très dégueulasse, c'est vraiment gênant d'entendre que vraiment ces gens ignorent ce qui s'est passé. Donc tout ce qui intéresse les élèves aujourd'hui et étudiants, les leaders syndicaux, c'est chômer donc le 9 février et même le 10 février. Le 16. Le 16 également. Donc vous voyez, tout simplement, les élèves ne savent pas. En fait, c'est comme vraiment un truc folklorique. Mais Moussa Kiangari a vraiment parlé des questions de fond. Les étudiants aujourd'hui ont perdu les valeurs. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un comportement petit bourgeois à l'époque où aujourd'hui, allez-y savoir ce qui se passe quand les étudiants vont faire des élections, soit au niveau de l'UN ou bien au niveau de l'USN. C'est des bagarres. Non, même pas ça. En termes d'argent, c'est de l'argent. On va prendre des hommes politiques et de l'opposition et des hommes au pouvoir. On va vous parler qu'un tel a eu une V8 avec un homme politique. Ou bien, vous voyez, c'est scandaleux. C'est ce que dénonçait Moussa Kiangari tout de suite. Mais justement, en termes de valeur. Donc, lorsque les gens se font élire avec le financement en tout cas des partis politiques, des hommes politiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soit maintenant vont être au niveau du bureau, donc soit en tout cas certains vont essayer donc de suivre le pouvoir, ou bien d'autres de l'opposition. Donc c'est assez dangereux parce qu'à l'époque, il y avait quand même des moyens de contrôle pour savoir. Des gens qui ont été sanctionnés pour leur fréquentation des hommes politiques, ils ont été suspendus. En notre temps, quelqu'un a été suspendu, le SG de l'UNON a été suspendu tout simplement parce qu'il a été en fait avéré que la posée des actes était suspendue pour cela. Et aussi, il y avait des tracts. Lorsque quelqu'un pose des actes, en tout cas, la communauté, en tout cas, estudiantine, c'est qu'il y a des moyens de contrôle. Quand quelqu'un pose des actes, on va faire un tract contre lui et les gens vont lire. Il y a une certaine presse, en tout cas. C'est pourquoi, effectivement, il y a le fond de la presse. Donc, ils font des tracts pour dénoncer, ce qui fait que chacun fait attention. Mais aujourd'hui, en tout cas, tel que l'USN en tout cas, est dirigé, vous voyez par exemple leur élection la dernière fois, l'USN, ce qu'ils ont fait, c'est comme les partis politiques.
On fait donc, on allait à un éclatement de bureaux politiques. Donc, heureusement, ils sont ressaisis, ils sont allés revoir leurs affaires. Mais je dis que franchement parlant, Tchangari a raison. Il y a effectivement une certaine perte de valeur. Et je pense que véritablement, cette fonction, cette mission de lutte d'avant-garde que l'US avait jouée, parce que comme il faut le dire, la conférence nationale, si on fait en tout cas de manière rigoureuse donc l'histoire, c'est d'abord l'USN, l'USTN, en tout cas qui était vraiment à l'avant-garde. Les partis politiques étaient venus par la suite récupérer le mouvement. Et aujourd'hui, justement, il y a cette régression, effectivement, dont il parle, non seulement au niveau de l'USN, mais aussi même au niveau de la lutte démocratique. En tout cas, il y a beaucoup de... En tout cas, je veux dire que l'ambition initiale des forces progressistes, en tout cas, aujourd'hui, très peu, en tout cas, aujourd'hui, sont restés constants à vouloir défendre effectivement l'intérêt général parce que tout simplement, à ce moment, il y avait le positionnement, les gens ont voulu se servir, de servir le peuple ou bien l'intérêt général. Hussein Issa Jibo, quelles sont, selon vous, quelle est votre opinion au sujet de cette 31e commémoration des événements du 9 février 90? Ça tend à devenir une journée où bon, les enfants se disent bon, on reste à la maison. Collège, lycée, y compris à l'université. Il y a que quelques gens qu'on arrive à mobiliser au niveau des campus pour les amener pour un meeting où ils vont dénoncer, ils dénoncent. Je suis entièrement d'accord, c'est une époque que j'ai connue. J'étais à l'université à ce moment-là, quand il y a eu les événements. Je sais de quoi je parle. Et Alhaji Suleiman vient de le dire, l'étudiant n'était pas bourgeois. Aujourd'hui, c'est des étudiants qui sont devenus des bourgeois. Parce qu'à l'époque, quand vous fréquentez, même moi, j'ai connu des étudiants qui ont été tabassés parce que tout simplement, ils faisaient des fréquentations avec le système politique en place. Ils ont été sérieusement tabassés. Aujourd'hui, c'est un visage découvert. Karma, c'est une structure qui a été investie par le politique. Il vient encore de dire que même par rapport au renouvellement des structures, c'est toujours des bagarres. C'est l'argent qu'on met au devant. Moi, je dis, alors qu'à l'époque, c'était les valeurs. On est là pour étudier, on est là pour défendre des principes, des valeurs et tout et tout. Et la conséquence, c'est que la structure n'est plus tellement prise au sérieux par les politiques. Même quand ils font des revendications, on les calme 2 jours, c'est terminé. À l'époque, quand on fait des revendications, ça aboutissait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que tout simplement, on sait que bon, il n'y a pas une cohésion. Il n'y a pas une cohésion. C'est juste un agrégat de gens qui sont là, ensemble, avec des tendances où tel est affiché politiquement dans tel camp, tel est affiché politiquement dans tel camp. On ne peut pas mener une lutte syndicale de cette façon. Et ça ne concerne pas uniquement l'USN, c'est pratiquement toutes les structures, y compris les syndicats. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les forces sociales n'ont plus cette force d'antan. Ou quand un syndicat sort pour dire on va faire ceci, cela, ils peuvent aboutir. Aujourd'hui, ça mène nulle part. Ça mène nulle part parce que pratiquement, la corruption a atteint un degré où, bon, en tant que responsable syndical, on vient, et tu ne peux même pas t'acheter du carburant parce que la bourse... Et d'ailleurs, à l'époque, la bourse tombait régulièrement, plus ou moins régulièrement. C'est-à-dire que si c'est la fin du mois, même si ça traîne, c'est peut-être tout au plus 15 jours. Souvent, on fait même des avances de bourse 3 mois. On donne des bourses de 3 mois aux gens. Mais aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de ces structures-là, le sentiment dominant, c'est que, bon, eux, ils trouvent leur compte. Et ça, moi, j'ai dit, en matière de lutte, et le côté, comment on veut dire, pervers de la chose, c'est que la qualité de l'enseignement même, la formation, la preuve, ils parlent des années et des années. C'est parce qu'ils sont complices de la situation qu'on en est arrivé là, où ils peuvent accepter de passer des années. Les années passent et chevauchent. Je ne sais même pas comment je peux les qualifier, mais un étudiant, pour avoir la licence, peut faire 8 ans, 7 ans. À l'époque, non, c'était inadmissible. Et moi, je pense qu'ils ont intérêt à changer, ils ont intérêt à revoir leur façon de faire. Et quand ils passent leur temps à dire on veut avoir la lumière sur la tuerie des camarades de l'époque qui ont connu la mort, qui ont été tués sur le pont,
Mais il y a d'autres camarades qui sont venus s'ajouter, des élèves à l'intérieur du pays à l'occasion des manifestations. Il y a le cas Bagalam, tout ça. Il faut intégrer tout ça dedans. Parce qu'eux aussi, c'est dans le cadre de ces luttes-là qu'ils sont tombés. On ne peut pas se contenter tout le temps. Et je suis d'accord avec eux que ceux qui sont actuellement dans le système à des postes stratégiques de l'État, c'est des gens qui étaient à l'époque étudiants. Je sais de quoi je parle. Ils étaient étudiants, comme les feux Benoma et tout, on était ensemble. Alors, quel combat sont-ils en train de faire? C'est bien beau de le souligner. C'est bien beau de le souligner. Ce qu'ils doivent faire, changer de fusil d'épaule et se dire que la priorité, c'est de créer les conditions pour que les cours se déroulent normalement. Pour que les étudiants qui viennent puissent accéder, en tout cas, aux œuvres universitaires. C'est ça le plus important. Gary Amadou, quelles sont les véritables attentes des Nigériens en général et des étudiants en particulier? Non, je crois que là où Moussa Tiangari s'est trompé, il s'est trompé du fait que ce ne sont pas les mêmes époques. Vous savez, avant, les structures estudiantines avaient pratiquement une seule... C'était sous la dictature militaire. Et donc, il y avait une unité syndicale pour revendiquer des libertés. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui où on est dans un ordre démocratique. Mais pire, quelque part, les étudiants qui sont actuellement à l'université... Il y a quand même une certaine perte du... Non, mais moi, je ne trouve pas honteux. Je l'ai entendu dire que non, les étudiants ont des réflexions à la limite de l'alimentaire. Moi, je ne trouve pas honteux que les étudiants essaient en tout cas, de revendiquer des meilleures conditions d'études et de vie des étudiants et des scolaires. Il a aussi dénoncé les pertes de valeur. Non, les pertes de valeur, c'est quoi? C'est-à-dire le fait que l'USN d'avant ait participé à la naissance de la démocratie, j'ai dit c'est pas la même époque, c'est là où il se trompe. C'est pas la même chose. Et puis pire, comme l'a dit Ousseini, mais les étudiants aujourd'hui qui sont à l'université, ils s'identifient à ceux qui ont dirigé l'USN. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont aujourd'hui tous dans des combats corporatistes, disons politiques. Et ça ne donne pas une bonne image. C'est pourquoi j'ai aimé la dernière fois le communiqué de l'USN, quand il y avait un audio qui circulait qui disait que oui, l'USN va travailler pour que les deux candidats qui sont arrivés au deuxième tour, elle va soutenir le candidat du changement. L'USN a fait communiquer, elle dit non, elle ne soutient personne. Le rôle de l'USN n'est pas de faire de la politique, ce n'est pas la même époque. Parce qu'on semble vouloir dire que non, il faut que l'USN participe à une sorte de je ne sais pas moi, de défense. Non, ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'USN, là, c'est les conditions de travail, les conditions d'études de ces militants. Point. Maintenant, malheureusement, effectivement, la politique est dans, les esprits sont divisés, n'est-ce pas? Le virus de la division a été inoculé par les mêmes hommes politiques pour qui l'USN a fait son combat, pour lesquels les Issa Kane et Ali Nahenti sont morts. Et pour ces mêmes hommes politiques qui ont profité, ont divisé l'USN. Aujourd'hui, vous avez des camps au sein de l'USN. C'est triste. Mais j'ai dit, le rôle de l'USN, vraiment, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux de leurs militants. Voilà. On observe une courte pause. Enfin, le dernier sujet du Forum de la presse de ce soir, il est relatif à la journée mondiale de la radio. Proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 en tant que journée internationale, le 13 février est devenue la journée mondiale de la radio. Cette année, l'on célèbre la 10e édition de la journée en même temps que les 110 ans de la radio. Au niveau mondial, la radio reste encore un média incontournable. Sa capacité unique de toucher un grand public plus large et reculé signifie que la radio peut façonner l'expérience de la société dans la diversité, être l'arène où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues. Ousseini Sajibo, les stations de radio devraient desservir les communautés diverses, leur offrir une grande variété de programmes du point de vue et de contenu. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, comment
réadapter la radio au contexte actuel? Bon, d'abord, je tiens à dire, moi, parmi tous les médias, je pense qu'il n'y a pas comme la radio. Et je sais pourquoi je le dis. D'abord, la radio dépasse la télé. Les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est tout le monde, le paysan, qu'est-ce qu'il a à foutre avec les réseaux sociaux? Il est dans son champ, il a son poste transistor à côté. Il capte en fonction des fréquences auxquelles c'est un instrument ou c'est un média très, très important. Le plus important parmi tous les médias qui existent et qui ne peut pas être déclassé. Parce que c'est le média le plus accessible. Au plus pauvre, il peut disposer de la télévision, ce n'est pas évident. Ce n'est pas tout le monde qui a l'électricité chez lui. Alors qu'avec une radio, il suffit d'acheter des batteries, tu mets tes batteries, tu peux écouter. Ça, c'est irremplaçable. Et je pense que le rôle et le travail, en tout cas de sensibilisation, de formation, d'éducation, que permet de faire la radio, il n'y a aucun autre média qui puisse permettre de le faire. Et c'est en cela que je dis que non, ces histoires de réseaux sociaux, ces histoires de télé, de, je ne sais pas moi, d'Internet, tout ça, ça ne peut pas déclasser la radio dans sa mission parce que c'est accessible, j'ai dit. Parce que c'est l'accessibilité qu'il faut voir. Ce n'est pas le journal où il faut en débourser 300 francs. Il suffit d'acheter aujourd'hui le poste transistor, tu peux l'avoir. Avec le téléphone portable, on peut écouter. Mais avec même le téléphone portable aujourd'hui, n'importe qui où tu te trouves, tu peux écouter la radio. Bon, mais encore que bon, le téléphone portable, tu peux, la batterie peut se décharger. Mais l'autre radio, c'est que tu peux acheter tes battes, les piles pour déposer. Ça n'a plus. C'est expulsé, la batterie, ça fait. Tu changes, tu mets. Et c'est en cela que je dis, il n'y a pas un média plus important comme la radio. Alhaji Mohamedou Souleymane, à l'occasion de la Journée mondiale de la radio édition 2021, l'UNESCO invite les stations à célébrer le 10e anniversaire de cet événement et plus d'un siècle de la radio. Selon vous, dans quel contexte intervient ce 10e anniversaire ici au Niger? Le contexte, pas seulement au Niger mondial, le Covid, qui est synonyme de confinement, et la radio, justement, c'est l'élément idéal justement, pour toucher tout le monde, pour non seulement informer les gens sur la maladie, les divertir, les permettre en tout cas de vivre leur confinement utilement. Donc, je pense que véritablement, il faut se féliciter de la capacité de résilience de la radio. La radio, malgré justement l'avènement des réseaux sociaux, elle n'est pas du tout impactée, bien au contraire, parce que tout simplement, malgré tout, moi je pense que la télévision n'est que tout simplement ce que la technologie a permis, c'est la radio autrement en réalité. C'est les images qu'on a ajoutées. Donc l'humanité a connu des formes de communication où c'était le messager qui va... Vous voyez, donc bon, aujourd'hui, les choses ont évolué avec les nouvelles technologies. On parle de multimédia aujourd'hui. Donc, mais il faut se féliciter. Donc, la radio, en tout cas, s'est adaptée. Mais on se rend compte à l'évidence qu'effectivement, la radio, c'est un moyen puissant de transmission des valeurs, de connaissances. Donc, ça, il n'y a pas de débat. En tout cas, le monde entier en profite. Et aujourd'hui, justement, ceux qui sont d'un certain âge, en tout cas, les gens écoutent plus la radio que la télévision parce que tout simplement déjà vous allez au village, vous allez voir les paysans, contrairement à ce que les gens pensent, les gens suivent les débats politiques à travers la BBC, la Voix de l'Amérique, en langue nationale, les gens suivent ces médias et pas la radio. Donc vous voyez de façon vraiment générale, et même la publicité, si vous voulez toucher en tout cas beaucoup de monde, selon votre cible, la radio est un élément, en tout cas, plus pour faire la publicité. Très peu de gens veulent aller à la les gens, en tout cas, veulent faire à la télévision pour faire voir. Mais si le message, vous voulez le passer, par exemple, on suit sur RFI le message de certaines compagnies, en tout cas, des transferts d'argent au Niger, ils ont bien compris justement que la radio, c'est puissant. Tout le monde ils vont toucher en tout cas la majorité des Nigériens à travers cette radio. Donc bref, je pense que il faut féliciter en tout cas se féliciter que l'UNESCO en tout cas ait inscrit cette journée mondiale parce que tout simplement c'est quand même un moment de l'histoire, un moment d'humanisation.
Parce que pour 110 ans après. La radio, son impact au monde entier, quand on se rappelle de l'histoire, certains événements, comment la radio a contribué à sauver des vies, comment la radio a contribué en tout cas à redonner l'espoir. Absolument, c'est vraiment extraordinaire. Donc franchement, en tant que journaliste, nous, on est quand même dans un cadre en tout cas qui met maintenant sur le contenu. Je pense que il faudrait qu'on a ces outils. Donc il va falloir, donc, au regard justement de ce que nous avons dit, c'est acquis, donc de transmettre donc, les valeurs. Il faut en profiter. Nous parlons justement du Covid. Il faut davantage continuer à sensibiliser de l'espoir, surtout en langue nationale. Et aujourd'hui, on se rend compte avec les radios communautaires, en tout cas, c'est encore davantage un moyen pour en tout cas, les pouvoirs publics de savoir qu'il y a vraiment des canaux. En tout cas, on a donc le cadre qui existe, mais est-ce qu'on l'utilise vraiment rationnellement? Gary Amadou, comment davantage viabiliser et dynamiser et redynamiser les organes de radio et notamment, par exemple, les radios communautaires au Niger? Oui, je pense qu'il faut les développer parce que moi, j'aurais bien aimé que cette journée-là soit inscrite sous le signe de la promotion des radios communautaires. Parce que les radios communautaires aujourd'hui permettent d'atteindre le monde rural. Vous savez, les auditeurs, la majorité des auditeurs se trouvent dans la brousse. Et donc, ce sont ces radios communautaires-là qui leur permettent, en tout cas, d'avoir l'information utile. Par exemple, un paysan, ce qu'il veut savoir, ce n'est pas le match de foot entre... Non, c'est pas ça. Lui, ce qu'il veut entendre, c'est quels sont les moyens pour faire en sorte que son champ puisse produire mieux. Voilà. Et donc, ces radios communautaires-là, on devrait mieux les développer, mieux les appuyer. Parce que je ne sais pas s'ils ont les appuis. Moi, je me félicite que le studio Kalangu soit créé parce que le relais avec les radios communautaires permet aujourd'hui à ce que le débat, par exemple, qu'on est en train de faire aujourd'hui, puisse parvenir dans les villages les plus reculés à travers certaines radios. Donc, il faut franchement développer les radios communautaires. Pour moi, c'est l'avenir. Les radios traditionnelles qu'on connaît, elles sont beaucoup plus dans le débat politique. Il est important. La distraction, c'est important aussi. Il y a la sensibilisation. Mais je pense que les radios communautaires correspondent plus à l'idéal de développement que nous voulons, n'est-ce pas, le développement à la base et le développement au niveau du pays. Donc je pense que c'est ça qu'il faut promouvoir. Il faut faire en sorte qu'il y ait une prolifération des radios communautaires et surtout que l'État puisse les appuyer à mieux fonctionner parce que la plupart des travailleurs qui sont au niveau des radios communautaires, ils ne gagnent pas grand-chose. C'est vraiment des vies de misère. Et quand vous voyez, moi quand je vais en brousse, je suis certaines radios communautaires, mais je suis épaté. Des informations utiles aux éleveurs, aux agriculteurs. Franchement, il faut qu'on trouve un moyen pour faire en sorte que ces radios communautaires puissent vraiment se développer et surtout s'épanouir en faisant en sorte que leurs animateurs puissent tirer leur épingle du jeu. Nous sommes au terme de ce forum. Vas-y rapidement. En fait, Gary vient de soulever un problème. Pour changer la situation des radios communautaires, il faut changer leur statut. C'est des radios communautaires, mais il faut leur permettre de pouvoir engranger quand même des ressources. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ceux qui travaillent le plus souvent dans les radios communautaires, c'est des bénévoles qui sont là. Au bout d'un certain temps, quand la personne commence à apprendre le travail, il s'en va. Et ça fait cette difficulté, ça fait que les radios communautaires sont là. Il y en a qui parviennent à tenir quand il y a des projets qui sont dans la zone. Ceux qui n'ont pas de projet dans la zone, bien évidemment, ils disparaissent avec le temps. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu. Merci à nos invités, El Hadj Mohamed Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec lecture des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum à Hausa sur l'interdiction de l'importation du riz et dimanche le forum en Zarma sur la gouvernance et de l'hygiène et de l'assainissement à Gaïa. Merci aussi à la technique côté son assuré par Lawali Issa et côté vidéo Mustafa Ayouba. Merci, au revoir.